fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Le nom d'Emile Kostadinov résonne encore comme un traumatisme depuis cette soirée de novembre 93, sur laquelle nous sommes revenus en détail. Battu par Israël et la Bulgarie lors des 2 derniers matchs comptants pour les éliminatoires du Mondial 94, la France passe encore à côté d'une grande compétition internationale. Suite à cet échec de trop, Gérard Rouillet démissionne et c'est son adjoint Aimé Jacquet qui reprendra les rênes de la sélection en 1994. Le premier objectif sera de qualifier les Bleus pour l'Euro 96 qui passera de 8 à 16 participants afin de préparer au mieux l'objectif majeur, France 98. Et avec des piliers comme Desailly, Deschamps et Blanc, ainsi que les grands talents du moment, peut-être que le jour de gloire est enfin arrivé. Il y a une éthique de jeu, une ligne directrice, une logique de sélection, et tout passe. Tiens, Pep Guardiola vous contacte directement et vous demande de l'argent ? Méfiez-vous, si ce genre de message est facilement identifiable, certaines arnaques le sont beaucoup moins et au bout d'un moment, les appels malveillants commencent sérieusement à nous taper sur les nerfs. Alors pour protéger vos données personnelles et contrer toute usurpation d'identité, je vous présente Incogni. Incogni est un système automatisé qui vous protège contre toutes les cyberattaques. Avec le code MAXFOOT, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle de moins 60% sur le prix annuel. Oui, moins 60%, ça vaut vraiment le coup. Moi par exemple, quand je prépare mes vidéos et que je recherche le plus d'informations possible sur un sujet, il m'arrive parfois de tomber sur des sites qui ne sont pas du tout sécurisés. Même chose quand je fais le montage de mes vidéos, dans des cafés, la connexion publique peut exposer mes informations aux hackers et ça peut aller très vite. Avec Incogni, l'outil fait le tri pour vous. Où que je sois et quel que soit le réseau que j'utilise, en installant Incogni sur tous vos appareils, vos informations restent privées, vos données sont protégées et vous pouvez travailler en toute tranquillité. Reprenez le contrôle de votre vie privée en profitant de l'offre avec la chaîne, moins 60% sur l'abonnement annuel avec le code MAXFOOT, le lien est en description. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. États-Unis, Mondial 94. 2 des adversaires des Bleus dans leur groupe de qualification, la Suède et la Bulgarie, atteignent le dernier carré de la compétition. Mais bon, pas de quoi consoler l'équipe de France qui, bien sûr, aurait aimé de la fête, mais c'est peut-être une preuve que tout n'est pas à jeter. Et si le match de la Bulgarie est au cœur du mauvais souvenir, en réalité le vrai moment où l'équipe de France a perdu sa qualification pour le mondial, c'était lors du match précédent contre Israël qui n'avait pas gagné un seul match depuis plus d'1 an. Ça, c'est inexcusable. Mais hormis ce triste épisode, les Bleus enchaînaient les bonnes séries et surtout, produisaient du jeu. En clair, pour dresser le contexte, on n'est absolument pas dans la situation de Naïsna en 2010, où là, l'équipe de France, c'est peu dire, était en ruine. Il fallait absolument tout reconstruire. Mais c'est important de dire que début 94, c'est pas du tout ça. Il y a un traumatisme forcément, et certains joueurs désirent même faire une pause pour prendre du recul avec l'équipe de France, mais le nouveau sélectionneur Aimé Jacquet peut dès le départ compter sur un noyau de joueurs qui peut lancer son règne à la tête des Bleus. Car avant le début des éliminatoires pour l'Euro 96, les Français disputeront une série de matchs amicaux, le temps pour lui de faire des essais et d'intégrer de jeunes talents. Et Aimé Jacquet va avant tout s'en remettre à ces hommes forts dont les Bleus ne peuvent se passer à ce moment-là, David Ginola et surtout le King de Manchester, Eric Cantona, en choisissant notamment ce dernier pour porter le brassard de capitaine. Et le premier match de Jacquet à la tête des Bleus est tout sauf un cadeau, un périlleux déplacement au Stadio San Paolo de Naples pour y affronter l'Italie, futur finaliste du Mondial 94. La squadra du très célèbre sélectionneur Arrigo Sacchi compte dans ses rangs des profils tels que Baggio, Maldini, Baresi et Costa Curta. De son côté, face au 4-4-2 italien, le tout premier 11 titulaire d'Aimé Jacquet va créer dans ce 4-3-3 un surnombre au milieu de terrain avec Djorkaeff, Dédé et Niaco, et sur cette passe de Ginola, Djorkaeff offre aux Bleus un succès de prestige 1-0 en Italie, un immense exploit car la France ne s'y était plus imposée depuis 1912. Voilà une grande victoire qui va lancer les années Jacquet chez les Bleus. Un succès 3-1 en amical contre le Chili va confirmer la bonne forme des Français, et ce avant un déplacement au Japon pour un tournoi amical, la Coupe Kirin. L'occasion pour Laurent Blanc de revenir en bleu, lui qui avait souhaité faire une pause après ses pauvres prestations contre Israël et la Bulgarie, et comme il l'avait fait à Montpellier, Jacquet titularise Blanc en défense afin de l'établir comme rampe de lancement.
Un succès 1-0 contre l'Australie, ainsi qu'une large victoire 4-1 contre le Japon offre la Coupe Kirin aux Français, avec la première sélection dans les cages d'un certain Fabien Barthez, la doublure de celui que l'on surnommait le chat, Bernard Lama. Eh bien pour une sélection qui restait sur un échec cuisant, la première partie d'année 94 est plutôt satisfaisante. Mais à l'époque, la France avait vraiment un gros défaut. Ils étaient capables d'enchaîner les séries, mais à un moment donné, ça coinçait. Et l'année 94 ne fera pas exception. Car à l'approche des éliminatoires pour l'Euro 96, lors d'un match amical à Bordeaux au mois d'août contre la République tchèque, de sérieux doutes vont surgir. Menée 2-0, la France est très mal embarquée dans ce match où elle semble clairement en dessous, si bien qu'à l'heure de jeu, Aimé Jacquet tente un coup en lançant le jeune espoir des Girondins de Bordeaux à la place de Corentin Martins, orné de son numéro 14, un certain Zinedine Zidane honore sa première sélection en bleu. Je ne sais pas si c'est une grosse affaire de rentrer dans une équipe de France menée 0-2 lors d'un match amical de début de saison, mais en tout cas il faut bien débuter à un moment ou à un autre. Penses-tu Thierry? Le jeune Zinedine va déjà montrer toute l'étendue de son talent à la 85e minute. Et 2 minutes plus tard, Zidane signe le doublé en marquant le deuxième but sur corner, et quelque chose nous dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra ça. La France s'arrache le match nul de partout, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeune Zinedine, 22 ans, a parfaitement réussi ses débuts. Il m'était jamais arrivé de marquer 2 buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, espoir, donc 2 buts c'est beau. De quoi lancer le top départ pour les éliminatoires de l'Euro 96, mais là encore, le bas blesse. En commençant par 3 0-0 consécutifs, dont un plutôt encourageant contre la Roumanie qui sortait d'un très bon mondial 94. Certes, il y a du talent dans ce groupe, avec les jeunes bordelais, Lizarazu, Dugarry et Zidane, le Snake Youri Djorkaeff, un des leaders techniques, ainsi que l'aura d'un Didier Deschamps au milieu de terrain et d'un Laurent Blanc en défense. Tout cela confirme que le noyau est en train de prendre forme. En revanche, il y a un élément qui pose vraiment problème, le secteur offensif. Sans l'efficacité d'un JPP, l'équipe de France perd sa fluidité en attaque. L'ancien Marseillais sera néanmoins de retour lors du déplacement en Azerbaïdjan, mais en plus de la volonté d'Aimé Jacquet de donner plus de temps de jeu à Zidane, des soucis physiques vont définitivement écarter le Ballon d'Or 91 de l'équipe de France. Et pour ne rien arranger, en janvier 95, l'autre attaquant des Bleus, Eric Cantona, pète littéralement les plombs avec son club Manchester United. Bilan, une sanction très lourde, 8 mois de suspension en club. La France devra donc finir ses éliminatoires sans lui. Ces Bleus bouclent l'année 94 invaincus et débutent l'année 95 par un autre succès de prestige, cette fois sur le terrain des Pays-Bas, 1-0 grâce à un but de Patrice Loco. Seulement voilà, ce n'était qu'un match amical. La France a grandement besoin de prendre des points en qualification lors d'un déplacement en Israël, mais c'est un nouveau 0-0, le 4e en 5 rencontres dans ces éliminatoires. La situation est très préoccupante. Désormais, l'équipe de France doit éviter tout faux pas, sans quoi il risque de dire très vite adieu à l'Euro. Heureusement, le succès 4-0 à domicile contre la Slovaquie va leur procurer un bol d'air frais. Autant la France qui n'encaisse pas de but avec l'excellent portier Bernard Lama, on connaissait, mais la France qui en met 4 d'un coup, c'est une première depuis un an. Le sélectionneur semblait enfin avoir trouvé la bonne formule, mais les Bleus retombent hélas dans leur travers. Face à la Pologne au Parc des Princes, après 800 minutes d'invincibilité en bleu, Bernard Lama encaisse un but et les Bleus se retrouvent en très mauvaise posture. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer car il y a du jeu et les Bleus n'hésitent pas à frapper au but. Mais la naïveté des tricolores va leur jouer des tours, puisque le jeune Lizarazu va se laisser intimider par les Polonais. Ouf! Grâce à ce coup franc à 6 minutes de la fin, Youri Djorkaeff sauve les meubles. Score final 1 partout, nouveau match nul des Bleus, mais grâce à des résultats favorables dans les autres matchs, et il faut le dire, une certaine forme de miracle, l'équipe de France est toujours en vie dans ses qualifications. Il ne reste que 3 rencontres à disputer, dont un périlleux déplacement en Roumanie,
Le premier de ces 3 matchs sera contre la modeste équipe d'Azerbaïdjan. La France mène facilement 3-0 à la pause, mais Aimé Jacquet en demande encore plus à ses joueurs. Résultat, la seconde période est un festival, à l'image d'un Franck Leboeuf qui claque un doublé. Score final, 10-0 pour les Bleus, de quoi les mettre pleinement en confiance avant ce fameux déplacement à Bucarest. 11 octobre 1995, la Roumanie caracole en tête du groupe des éliminatoires et l'ambiance hostile envers les Français va motiver les Bleus plus que jamais. Avec un Fabien Barthez titulaire qui n'a jamais peur de rien, ces ambiances hostiles, on adore. Et les Bleus rentrent très bien dans leur match. But de Carameus, superbe but de Christian Carameus, frappe de Jori Djorkaeff. Allez Zinedine, allez. Et le voilà, Zinedine Zidane. Au terme d'une superbe prestation, l'équipe de France s'impose 3-1 en Roumanie, un succès fondateur, mais attention, car il reste une rencontre à disputer contre Israël. Non, ne leur parlez pas de la défaite 3-2 au Parc des Princes en 93, c'est déjà de l'histoire ancienne. Djorkaeff et Lisa donnent la victoire aux leurs, 2-0. Oui, cette fois c'est sûr, la France est bel et bien qualifiée pour l'Euro après une campagne de qualification ô combien laborieuse. Beaucoup de matchs nuls certes, mais les Bleus sont toujours invaincus depuis la prise de fonction d'Aimé Jacquet, preuve d'une grande solidité. Et depuis les 3 derniers matchs, un groupe est en train de naître, notamment dans le compartiment du jeu le plus incertain, l'aspect offensif. Avec le duo Zidane-Djorkaeff qui lance les Bleus vers une nouvelle dynamique, se pose alors la question de la réintégration d'Éric Cantona en équipe de France. Après sa longue suspension, le Mancunien revient très fort avec United, mais comme le dit Aimé Jacquet dans son livre, son registre de jeu ne collait pas tout à fait avec le nouvel élan qu'il souhaitait donner à cette nouvelle équipe de France. L'Euro 96 se profile et il faut faire un choix très difficile qui ne sera certainement pas compris par tous. Aimé Jacquet décide de se passer de Cantona pour l'Euro 96, un énorme déchirement pour le King. La décision fut en revanche plus simple concernant David Ginola, car malgré ses bonnes prestations en Angleterre, il n'a pas su convaincre le staff des Bleus de le garder. Des choix forts mais purement basés sur un aspect sportif, contrairement à ce que disaient certains médias. Et c'est là qu'Aimé Jacquet va vraiment commencer à privilégier la notion de groupe, d'un collectif qui malgré tout a su arracher sa qualification pour l'Euro, sans Ginola et sans Cantona. Alors selon lui, il faut poursuivre dans cette voie, sans même risquer de perdre l'équilibre et la percussion d'un groupe qui s'est forgé à Bucarest. En vue de l'Euro, la France dispute beaucoup de matchs amicaux afin de développer les automatismes et surtout régler une question fatidique: qui portera le brassard de capitaine ? Depuis la suspension d'Éric Cantona, Aimé Jacquet a fait tourner le brassard entre ses cadres, Bernard Lamarre, Marcel Desailly, Éric Dimeco, mais son choix s'arrêtera sur Didier Deschamps. Un leader dans l'âme qui prend énormément la parole dans le vestiaire, et surtout un homme de confiance d'Aimé Jacquet. Et comme cet Euro 96 sert de rampe de lancement pour le mondial en France, sauf blessure, Dédé sera vraisemblablement le capitaine en 98. Cette grande répétition générale doit servir à Aimé Jacquet et à son staff, et cela ne fait rien s'il y a des erreurs commises durant cet Euro. Justement, on est là pour ça, afin de ne surtout pas les reproduire en 98. Se préparer, s'organiser, anticiper, faire avec les imprévus. Le staff d'Aimé Jacquet s'est parfaitement préparé à cette échéance, et ils le savent d'avance, tout ne sera pas parfait. Première déconvenue à la veille du rassemblement avant l'Euro 96, Zidane a eu un accident de voiture. Sans gravité. Mais néanmoins, une petite gêne au niveau de son postérieur va le contraindre dans son pouvoir d'accélération. Cela ne l'empêchera pas de participer à l'Euro, car à l'image de Platini qui n'était pas non plus à 100% au Mondial 86, un meneur de jeu technique reste un atout indispensable dans une équipe. Au premier tour, les Bleus retrouvent la Roumanie, contre laquelle ils bénéficient d'un grand avantage psychologique suite à Bucarest. La France réussit son entrée en lice en s'imposant 1-0 sur un but de Dugarry, mais sera ensuite tenue en échec un partout par l'Espagne qui n'avait pas perdu depuis 2 ans. Rien d'affolant donc, et ce avant de conclure leur phase de groupe par une victoire 3-1 contre la Bulgarie avec un gros sentiment de revanche. Et pour le symbole, Laurent Blanc marque, lui qui s'était senti coupable sur le but de Kostadinov en 93.
Cette fois, l'histoire finit bien et les vieux démons du passé sont définitivement enterrés. Pour la première fois depuis 1986, 10 ans plus tard, l'équipe de France passe le premier tour d'une grande compétition internationale. Et le quart de finale face aux Pays-Bas sera un duel fermé. Ouh, De Sailly qui contrôle du bras dans la surface. Heureusement, l'arbitre n'a vu qu'un coup franc. Les Français s'en sortent bien, très bien même. Bernard Lama sauve les Français à Anfield, mais Djorkaeff manque le but en or en prolongation. Tout se décide lors de la séance de tir au but. Et finalement, Lama stoppe ce tir de Seedorf et les Bleus se hissent dans le dernier carré de l'Euro pour y retrouver la République tchèque. Sur le plan défensif, cette équipe de France très dure à manœuvrer affiche une solidité implacable, mais une fois de plus, ces Bleus manquent cruellement de réalisme. Carambeu était suspendu et Deschamps s'est blessé la veille à l'entraînement, et sans son capitaine, ce n'est plus la même chanson. Et le fait d'avoir fait jouer Dédé aussi intensément la veille à l'entraînement, Aimé Jacquet s'en est toujours voulu. Au moins à l'avenir, il saura retenir la leçon. Et si la séance de tir au but leur avait porté chance en quart de finale, cette fois en demi-finale contre les Tchèques, il en ressortira un énorme goût d'inachevé. Ceci étant, atteindre le dernier carré de l'Euro, en connaissant le contexte, c'est quand même pas mal du tout. D'autant qu'après presque 3 ans à la tête des Bleus, Aimé Jacquet n'a toujours pas perdu un match, parce que non, un échec au tir au but n'est pas considéré comme une défaite, mais comme un match nul. Et alors que la France débute sa préparation pour le Mondial 98, lors du dernier match de l'année 96, paf, première défaite en amical à Copenhague contre le Danemark. C'est la fin d'une série record dans l'histoire de l'équipe de France, en 30 matchs, 20 victoires et 10 matchs nuls, mais que les Bleus se rassurent, le succès à l'extérieur 2-0 au Portugal en ouverture de l'année 97 débouche pour la première fois sur un bilan statistique positif, puisque l'équipe de France a désormais marqué plus de buts dans son histoire qu'elle n'en a encaissé. 967 contre 966. Parfait pour se lancer dans un nouveau test à un an pile de la Coupe du Monde, le tournoi de France au mois de juin 97, une sorte de Coupe des Confédérations miniature. Seules 4 nations y participent, la France, le Brésil, l'Angleterre et l'Italie, et se départageront dans une phase de groupe. Cependant, l'équipe de France aborde cette compétition à domicile avec beaucoup de méformes, des indisponibilités et toujours ce fameux souci en attaque. Pourtant, ce premier match contre le Brésil n'est pas si mal, malgré ce coup franc exceptionnel, complètement venu d'ailleurs de Roberto Carlos. Et but extérieur du pied, quel extraordinaire frappe extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Une frappe somptueuse extérieure du pied qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Mais les Bleus s'inclinent lors du second match à Montpellier contre l'Angleterre, sur un but d'Alan Shearer dans les derniers instants, avant un match nul 2-2 contre l'Italie, après avoir mené 2 fois au score. Aucune victoire dans ce tournoi de France, et une 3e place qui ne permet pas vraiment au staff d'Aimé Jacquet de tirer beaucoup de leçons. De plus, Fabien Barthez est passé titulaire après la suspension de Bernard Lama pour un contrôle positif au cannabis, sans compter que le portier parisien est en conflit avec son club et signe alors en Angleterre à West Ham, où il peinera à faire l'unanimité. Tout le contraire de la trajectoire du gardien de l'AS Monaco, qui effectuera avec les Bleus toute la préparation avant le mondial, en tant que numéro 1, l'ère du divin chauve est en marche. On est alors à 6 mois du mondial 98, c'est bientôt le grand rendez-vous, et Aimé Jacquet cherche par tous les moyens à renforcer la cohésion du groupe. Et c'est ainsi que viendra l'idée d'Aimé Jacquet et son staff d'organiser non pas un, mais 2 stages en haute altitude à Tignes. Un en décembre 97 et un autre en mai 98. L'idée de souder un collectif était très importante aux yeux d'Aimé Jacquet, et elle a plutôt bien fonctionné. Certes, il y avait beaucoup d'interrogations de la part des médias. Lors des matchs amicaux, Aimé Jacquet faisait énormément d'essais, et c'est normal car avec des jeunes comme Thierry Henry et David Trezeguet, Jacquet recherchait tout simplement la bonne formule, le bon équilibre pour la vie d'un groupe qui l'emmènerait le plus loin possible. Et même si cette inquiétude de la part des médias se ressent à travers une sorte de tiédeur du public français, notamment à Lens en octobre 97 contre l'Afrique du Sud, ou même à Saint-Étienne en novembre 97 contre l'Écosse. Ces Bleus n'éblouissent pas vraiment dans leurs prestations, mais Jacquet l'assume complètement. Et non, on ne peut pas briller tout le temps. Pourquoi briller dans les matchs qui ne comptent pas si c'est pour le jour J se vautrer ?
Aucun intérêt. Si je prends l'exemple de l'Euro 92, la France avait brillé, mais vraiment brillé lors des éliminatoires, avec des victoires à tous les matchs, mais le jour J à l'Euro, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune victoire. Et ça, pour Aimé Jacquet, plus jamais. Certes, les qualifications ont été compliquées pour l'Euro 96, mais lorsque les Bleus étaient à l'Euro 96, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient présents, c'était pas parfait, mais le premier tour était très réussi, et ils ont mine de rien atteint le dernier carré de l'Euro, en perdant en plus au tir au but contre cette Tchèque qui avait perdu au but en or en finale. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'en fait, entre l'équipe de France et le Gotha des grandes sélections, il n'y a pas grand-chose. Et ça, à l'époque, les médias français, ils l'oublient. Et si la question peut légitimement se poser aujourd'hui avec l'équipe de France sous Deschamps, et d'ailleurs, on se la pose souvent, est-ce que l'équipe de France peut être belle tout en ayant de bons résultats? Voilà, ça déclenche pas mal de débats en ce moment. La France, elle a toujours su être belle. En 58, elle était très belle. En 82, 84, 86, le jeu de l'équipe de France était porté vers l'avant. Mais il lui manque encore cette culture du résultat. Quitte à faire moins de spectacles, ce qui compte, c'est d'être prêt le jour J. Mais surtout, les cadres de l'équipe de France, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram et Youri Djorkaeff se sentaient parfaitement concernés. Et ça, pour Aimé, c'était ultra important de savoir qu'il pouvait compter sur ces hommes de confiance. Qu'importe les incertitudes, à la limite, c'est normal qu'il y en ait. Je suis persuadé que si nous avions connu 6 mois à l'avance les réponses à nos questions, nous nous serions mis à ronronner tranquillement avant le début de la Coupe du Monde. Et là, danger. L'objectif n'est donc pas forcément d'être beau, de plaire immédiatement à la presse ou au public, mais avant tout de créer un groupe fort et soudé, un environnement dans lequel les Bleus se sentent protégés, afin de les aider à aller le plus loin possible dans cette aventure extraordinaire qui les attend, chez eux, en France.